Bonjour à tous et à toutes. Ferme ton micro. Il est fermé. C'est bien. Ok. Ça, pardon, ça doit aller. Que tu vas te le plus partagé. Tu m'avances. Et ouais, mais de toute façon, ça retrouve. Ouais, tu veux pas que tu t'identifies. C'est bon? Ok. Merci à tout le monde d'être là aujourd'hui. Donc, on reçoit Raphaël Essiano, qui est chercheur Ifremer à d'INECO au centre de Brest et qui va donc nous présenter ses recherches sur le microbiome et les pressions anthropiques. Merci. Bonjour à tous, merci de l'invitation. Merci en particulier aux collègues de l'RMC de m'avoir invité pour donner la possibilité de de partager avec vous mes réflexions sur l'analyse de la biodiversité par ADN environnemental et ses éventuellement applications pour la gestion et pour la conservation de la biodiversité. Comme on l'a dit, je suis chercheur à l'IFREMER depuis 2010. Je fais une petite slide d'évolution de ma carrière pour me présenter. Je suis italien, ça vous l'entendez. Et en fait, j'ai fait mon formation scientifique à la station zoologique des Naples, en Italie, où j'ai un master degree en sciences de l'environnement, où j'ai appris la taxinomie du phytoplancton. Et à ce moment-là, je travaillais pour un système d'observation du phytoplancton italien, dans lequel j'ai travaillé pendant 8 ans. J'ai compté les espèces phytoplanctoniques au microscope. Après, j'ai fait ma thèse de doctorat sur l'analyse écologique de ces données, avec des méthodes statistiques, etc. Et ensuite, je suis parti à Roscoff, en France, pour Bretagne, pour 3 postdocs suivants, qui sont succédés, où j'ai appris toutes les méthodes d'écologie moléculaire, en fait, du clonage au séquençage Sanger, jusqu'à les 404 qu'on faisait à l'époque, etc. Et j'ai travaillé notamment pour le projet Terra-Océan. Donc après, j'ai voulu en fait mélanger ces deux compétences, en écologie, trois compétences, taxonomie, écologie et biologie moléculaire, pour créer un poste d'écologiste moléculaire que j'assume en fait depuis 2010 à l'IFREMER de Brest. Et c'est comme ça en fait que je me définis aujourd'hui écologiste moléculaire de protistes marins et pour l'analyse de la biodiversité marine. J'ai commencé ma carrière à l'IFREMER et en fait, des piliers en fait de cette première partie, c'était la création par exemple de l'observatoire Phénomère, les premiers observatoires à l'IFREMER créés sur la base d'une application des sciences participatives, si vous l'avez connu. Et j'ai créé en fait la ligne en paléogénétique dont je vais vous parler tout à l'heure à partir de 2016. En 2017, j'ai passé mon HDR et ensuite j'ai été mandaté pour faire partie de la direction scientifique de l'IFREMER en tant que référent thématique sur la microbiologie. Donc ça, j'ai assumé ces rôles pendant 3 ans et demi. Et il y a eu plusieurs choses auxquelles j'ai pu contribuer, comme la création de services de séquençage, de bioinformatique, pardon, et surtout la création du premier observatoire en fait français basé sur l'ADN environnemental que s'appelle ROM. Donc, je vous en parlerai un peu de ça. J'ai aussi commencé à assumer des rôles internationaux. J'ai été nommé en fait à la commission Global Lab comme dans les steering committee c'est la commission internationale pour l'analyse de recherche en fait sur les algues Harmful Algal Blooms. Et ensuite, j'ai assumé de plus en plus de rôles internationaux, notamment en fait comme correspondant national interne à l'IFREMER pour la collaboration avec l'EMBL et à Cochrane Institute, notamment pour les recherches en ADN environnemental, et aussi le pilotage et la copilotage, dans certains cas, de certains projets européens, Horizon Europe, comme Obamanex, Biochance Ready, Oslo-Bila, et aussi à la participation à l'expédition TREC. Je veux parler un peu de tout ça. On est là aujourd'hui et j'ai pu encadrer 8 étudiants en thèse et 8 postdocs. Donc j'ai pris le temps de regarder les premiers papiers que j'ai publiés en 2005. C'était la description d'un dinoflagellé par des approches chémorphologiques et la dernière publication qui a été faite récemment,
avec des collègues israéliens sur l'analyse de la biodiversité en Israël. Donc, j'ai un 68 papiers publiés avec un indice axe HD34. Donc, mon approche, l'analyse du microbiome côtier, par les prismes de cette analyse des changements du microbiome côtier, j'essaie de comprendre en fait la dynamique des écosystèmes côtiers. Et comme vous savez, les microbiomes côtiers, les micro-organismes font partie intégrante des rôles par les rôles biochimiques qu'ils jouent en fait dans le fonctionnement de ces écosystèmes. Mais je trouve en fait que l'analyse de ces microbiomes aussi permet de faire des liens avec les sociétés humaines et les risques associés, en fait, microbiologiques associés aux populations humaines par l'analyse des pathogènes ou des algues toxiques qui sont présentes dans les microbiomes côtiers. Donc, je trouve à la fois une analyse écologique, mais aussi une analyse pour l'appui politique publique, mais aussi pour l'analyse des applications qu'on peut en faire de la recherche sur la biodiversité microbienne. Mes observations, mes recherches sont consacrées à l'observation. Donc, on analyse surtout in situ. Je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, il y a trois raisons pour lesquelles, à mon sens, il y a de l'intérêt à faire des observations. Donc, en tout cas, c'est la vision que j'ai née. L'évaluation de la biodiversité pour l'analyse de la perte de cette biodiversité, afin de conserver la biodiversité marine. Essayer de comprendre quelle est la part, en fait, de la variabilité naturelle ou de la variabilité du microbiome marin causée par les apports anthropiques, donc soit dans un but de préservation de l'écosystème côtier, et manager, en fait, en tout cas, surveiller les ressources marines pour que, en fait, on garde en fait une utilisation durable de la mer en général, en tout cas de ses ressources sociales. Donc l'observation marine. Donc, la question à la base de mes recherches est une qui est, bien entendu, extrêmement large. Comment ces types d'observations spatio-temporelles des microbiomes marins peuvent nous informer sur l'impact humain et sur les changements climatiques globaux. Alors, ça m'a permis de réfléchir à différents aspects de la recherche en écologie marine, comme la résilience écosystémique, les approches déterministes stochastiques de l'évolution des communautés, concept everything is everywhere pour les microbiomes, les menaces émergentes, les One Health Approach, l'évolution des holobiontes et la Lensing Connectivity. Ça, c'est des mots que vous allez en fait retrouver dans la présentation que je vais vous partager aujourd'hui. Donc, l'outil en fait, que j'utilise pour répondre à cette question est l'ADN environnemental. L'ADN environnemental qui est, dans la façon comme moi je l'ai défini, est l'ADN qu'on peut extraire à partir de n'importe quel type de matrice environnementale qu'on analyse, qu'il soit des tissus, qu'il soit du sol, qu'il soit de l'eau, qu'il soit des sédiments, etc. À partir de cette définition, on inclut à la fois l'ADN intracellulaire et l'ADN extracellulaire. Donc, en toi, ça, c'est l'application que j'en fais. Et comme vous le savez peut-être, l'ADN environnemental nous permet de voir une vision assez exhaustive des domaines du vivant, les eucaryotes, les bactéries, les archées. Et c'est une technique qui a évolué, une approche en fait qui évolue dans le temps de manière exponentielle, notamment pour l'application que l'on fait aujourd'hui de l'analyse du microbiote. On a une expérience un peu plus longue de l'analyse de l'ADN environnemental pour la partie microbiologique, ce qui fait aujourd'hui que les recherches en microbiologie par ADN environnemental sont un peu plus avancées que celles en fait sur les organismes, sur les métazoaires notamment. Mais en fait, l'application que j'en fais, c'est aussi, en tout cas, la vision que j'ai née, c'est aussi pour contribuer en fait à des décisions de réglementation, en tout cas de l'appui à la politique publique, que ce type d'outil peut nous permettre de faire. Donc ça, c'est une revue qui permet de mettre en évidence les différents types d'approches qu'on peut avoir pour décrire, enfin, pour utiliser l'ADN environnemental. Mais aujourd'hui, je suis coordinateur en fait d'un grand consortium de 35 chercheurs, experts dans la matière, qui essaie de faire un papier, on est en train de faire un papier déposition important en se coordonnant entre 4 projets européens pour répondre à cette question, avoir un consensus sur l'utilisation et les limites qu'on peut avoir pour l'utilisation de l'ADN environnemental pour les porteurs d'intérêt du milieu côtier.
Et donc ça, c'est une première préparation qui va sortir l'année prochaine. Dans cette slide, je vous présente un peu les recherches, les topics des recherches que j'ai abordés dans ces années, en fait, qui concernent l'observation in situ, la diversité du plancton, les algues toxiques, les continuums ternaires et la paléogénétique. Dans les cadrages, vous voyez tous les sujets que j'ai touchés. On ne va pas parler de tout ça aujourd'hui, mais j'ai pris des exemples qui, en fait, aujourd'hui peuvent parler à vous, à Marc pour qu'en fait, on puisse discuter ensemble de ces résultats. Et ces projets, aujourd'hui, sont encadrés en différents types de... ces thématiques sont encadrées en différents projets. Donc ça, c'est un peu le nuage des projets que je coordonne en ce moment, en tout cas dans lesquels j'ai participé. Les bleus sont ceux qui sont en cours. La grandeur, en fait, du cercle et l'investissement que j'ai dans ces projets. Les rouges sont ceux que je compte soumettre comme projet au corps ou le projet CIMAP avec Sophie qui est en train d'y réfléchir. Je vous en parlerai à la fin. Donc, vous allez voir en fait ces slides qui vont se reproduire au cours de ma présentation. Donc, je vais commencer par les observatoires marins. Donc, c'est un projet qui m'y tient à cœur, en fait, les projets ROM, grâce auquel en fait, on a pu aborder des questions sur la diversité planctonique, sur les impacts des runoff fluviatiles et les concepts des bioindicateurs. Donc, ROM, c'était un projet, vous l'avez entendu tout à l'heure, en fait, pour lequel j'étais mandaté par la direction scientifique de créer de l'inventer à l'IFREMER en 2019. Donc, c'était un premier projet pilote pour la création, en fait, d'un réseau d'observatoires basé sur les microbiomes historiens et aussi sur l'analyse de la durabilité de l'aquaculture et de la protection de la santé humaine. Donc, comme dans la définition, en fait, vous voyez que ces projets, donc réseau d'observatoires des microbiologies environnementales intégrées, très fier d'avoir donné un nom italien à un projet français. Non, ça, c'est pour la blague. Mais, donc, c'était un projet qui est vraiment fondé sur le concept de One Health. Et de quoi il s'agit? Il s'agit en fait d'un système d'observation qui a été créé sur 4 écosystèmes marins côtiers historiens qui intègrent l'aquaculture, l'œstrioculture. Donc, dans ces 4 sites, on a prélevé des échantillons côtiers, on voit pas, oui, proches de l'estuaire, des échantillons un peu plus larges, coïncidents avec les réseaux REFI, pour qu'on puisse en fait interpoler les données. Et dans les milieux, plus ou moins, on a prélevé des échantillons d'huîtres qui étaient là pendant au moins 6 mois, des adultes, des 15 spécimens d'adultes. Donc ça, les projets ont commencé en septembre 2020, ont continué jusqu'en 2023, et on a collecté plus que 1700 échantillons sur 300 fractions de détail et 160 échantillons d'huîtres. Donc c'est un projet en fait d'une certaine envergure, et notamment un des sites en fait qu'on a utilisé, enfin qu'on a exploré, est la lagune des Tours ici. On va en parler un peu. Bon, je vais reproduire vraiment les grosses résultats en fait qu'on a pu mettre en évidence. Donc là, on a fait quelque chose qui n'a jamais été fait dans le sens de comparer les microbiomes marins avec les microbiomes des huîtres sur une longue période. En fait, ça a été déjà fait, mais sur des sites spécifiques pour une période relativement courte. Là, on a pu comparer les microbiomes en fait des environnementales et l'holobionte sur 3 ans et sur 4 sites. Et ça, c'est innovant. Et donc, ça, ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est en fait les changements de ces microbiomes entre les deux compartiments, mais ça, on l'entendait, mais aussi une variabilité locale, en fait, extrêmement importante dans les deux compartiments, à la fois de l'eau, à la fois de les microbiomes de l'huître. Donc ça nous permet de dire en fait qu'effectivement un réseau nécessite d'avoir en fait plusieurs sites d'observation parce qu'on puisse vraiment caractériser l'écosystème côtier dans son ensemble. Si on a un seul site, on ne pourra jamais être exhaustif dans son analyse. Et aujourd'hui, on se pose la question si les changements du microbiome de l'huître puissent correspondre en fait à des changements de l'environnement marin. Et c'est donc en fait on pourrait utiliser, entre guillemets utiliser, les microbiomes de l'huître comme on prend une sentinelle en fait des changements environnementaux. Donc ça, c'est ce qu'on est en train d'explorer en ce moment. Et on pourra revenir dessus. Une autre chose en fait qu'on a mis en évidence grâce à ces réseaux, c'est ces gradients côte large, comme je dis en fait,
entre l'écosystème vraiment historien et l'écosystème un peu plus au large. Donc c'était attendu. Ce que l'on s'attendait de voir aussi, ça a été démontré par d'autres techniques. Mais là, on était vraiment dans les détails en fait, de cette explication et on a mis en évidence que ces gradients, donc comme vous l'avez stationné MDS, les deux couleurs en fait représentent les deux types de communautés des deux sites. Ces gradients, en fait, ces différences côte large est dépendant, encore une fois, du site qu'on explore est plus ou moins important selon les débits du fleuve, débits de la rivière qu'on analyse. Donc, à Marine-d'Oléron, ici, dans les Rouges, par exemple, on a c'est moins évident la différence entre ces deux communautés, alors qu'elle est très bien évidente par exemple, dans la BTV en Normandie. Et donc, encore une fois, l'effet, l'importance d'avoir plusieurs sites pour analyser, pour aller au-delà de la biodiversité locale et d'analyser en fait l'écosystème côtier dans son ensemble. On utilise en fait toutes ces données pour plein de projets, notamment le projet de thèse de Chloé Mazon, qui est dans le cadre du projet Bayesh dit. Elle travaille sur l'interaction qui peut exister entre les microbiomes, enfin entre les protistes et les bactéries. Donc on essaie de rassembler les deux compartiments. Et donc chaque point de cette PCOA représente en fait un réseau de co-occurrences grâce auquel nous on essaye de inférer des interactions écologiques qui existent entre protistes et bactéries. Donc, avec tous les biais en fait, et toutes les pinces qu'on peut prendre sur cette analyse, on assume que dès qu'on voit en fait, une co-occurrence, on pourrait inférer la possibilité qu'il y a une interaction positive ou négative entre les deux compartiments. Et donc, dans cette question, en fait, on met en évidence la différence, encore une fois, dans ces gradients des réseaux. Et donc, on a analysé avec ces flèches les métriques qui peuvent nous expliquer cette différence. Et la métrique qui mieux l'explique, celle qui est en évidence en vert, c'est la connectance. La connectance, en fait, qui est une analyse de la complexité de ces réseaux. Donc, ce qu'on est arrivé à définir, c'est que les réseaux plus proches des estuaires sont plus complexes, plus fragiles, parce qu'en fait, il y a peut-être plus de niches écologiques, plus de coopération entre micro-organismes, qui fait qu'en fait, voilà, elles sont beaucoup plus complexes que les réseaux du large. Et donc là, pareil, ça dépend de l'impact du fleuve et de la diversité entre les sites. Cette différence en fait, entre la communauté côtière et la communauté du large nous a permis aussi d'aller encore plus loin dans la définition d'un bioindicateur de ces types de gradients. Et donc ça, on l'a fait dans le cadre du postdoc de Marina Chauvet, dans le cadre du projet Obamanex, en collaboration avec l'ASTI en Espagne et l'Association zoologique de Naples en Italie. Ce qu'on a fait, on a mergé en fait les données de metabarcoding de ces trois États, trois instituts, l'Italie, la France et l'Espagne. Donc ça, c'était déjà pas si évident que ça, parce qu'à la base, ce n'était pas des bases, des données en fait, qui étaient censées être comparables, mais on l'a fait. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que n'importe quel site, n'importe quel institut, on voit toujours ces gradients entre la côte et le large, en fait, entre les microbiomes côtier-côtier et les microbiomes un peu plus au large. Et donc ça nous a permis, en fait, du niveau européen, de définir des bioindicateurs, en fait, de ces gradients, sur n'importe quel site on travaille en Europe. On était capable de définir, en fait, cette unité correspondant à un certain type de taxons, niveau taxonomique bactérien, où on a mis en évidence une importance relative en fonction de l'impact de la rivière. Donc, vous voyez différentes couleurs. Là où c'est vert, ça veut dire que les espèces étaient moins importantes parce que la rivière était moins impactante. Là où c'est rouge, ça veut dire qu'il y avait plus d'impact de la rivière. Donc, ces espèces, cet taxon a augmenté en importance relative. Et ça, l'intérêt de cette approche, c'est qu'on a trouvé les mêmes choses partout où on a analysé. Donc, c'est vraiment, on peut utiliser les mêmes indicateurs, qu'ils soient en Italie ou qu'ils soient dans le nord de la France, n'importe les différences de salinité ou les différents types d'écosystèmes. Donc, on est arrivé à cette conclusion qu'en fait, on peut définir des bioindicateurs de ces impacts pluviotiles et qui peuvent être utilisés en fait à plus large échelle qu'un seul écosystème. Les projets ROM nous a permis aussi de faire une analyse des risques microbiologiques associés par l'analyse des pathogènes toxiques ou dangereux pour la santé humaine, pour la ressource aquacole ou pour l'homme, je l'ai dit. Et donc, par exemple, ça, on a créé ces listes des pathogènes, à la fois pour les HAB et pour les pathogènes des huîtres. Donc, c'est les différents types de sites.
par colonne, différents types d'échantillons. Et vous le comprenez, en fait, la grandeur du symbole en fait, représente l'importance relative de ce type de détection dans l'échantillon considéré. Et en fait, on a pu mettre en évidence, par exemple, certaines espèces comme Primelengium chrysochromulina, qu'on ne voit pas à microscope optique, on ne peut pas les voir, mais qui sont présentes tout le temps, très, très constantement dans l'écosystème analysé. Donc, ça met en évidence qu'il y a un risque qu'on survole quand on fait des analyses purement de microscopie. Et par contre, en fait, voilà, ça nous permet de conclure le fait que les métabarcodes nous permettent d'avoir un survey plus exhaustif de la microbiologie et des risques microbiologiques par analyse de la biodiversité dans son ensemble. Mais en fait, on a rencontré, ça on le savait, la limite de l'approche de métabarcode qui ne nous permet pas d'avoir des données quantitatives ni spécifiques. Donc là, en fait, il faut passer à des données en fait, spécifiques par qPCR. Et ça, c'est la deuxième approche qu'on pourrait utiliser dans un système d'observation plus complexe basé sur la donnée environnementale. Et donc ça me permet de parler d'un autre sujet, en fait, l'application par qPCR relativement aux algues toxiques. Donc j'ai eu la possibilité de travailler sur plusieurs modèles d'algues toxiques. Et je vous raconte l'histoire d'Ostreopsis, qui est assez important et récent. Donc déjà en 2018, en fait, dans le cadre d'un projet européen, un projet ColoClimb, on avait mis en évidence, avec mon doctorant, on était en camping van pendant 4 semaines et on a parcouru en fait la France des côtes basques jusqu'à la Bretagne. L'idée était donc on a utilisé les coffres du camping van comme labo de biomol. C'était magnifique. Non, c'était vraiment super. Et donc, on a mis en évidence la présence d'Ostreopsis. Donc, Ostreopsis, c'est une espèce de dinoflagellé pontique épiphyte des macroalgues qui crée des aérosols toxiques sur les personnes en fait, qui se retrouvent sur la plage et que les surfeurs en fait, donc, créent des problèmes de respiration, d'irritation de la peau, etc. Donc, en fait, on avait mis en évidence la présence par microscopie de cette espèce déjà dans les côtes basques, ce qu'on entendait, mais par qPCR, on avait mis en évidence la présence de ces espèces jusqu'à la Bretagne, chose qu'on ne s'entendait pas du tout. On ne pensait pas que cette espèce, qui est notamment associée à des milieux un peu plus subtropicaux, pouvait être présente aussi en Bretagne. Et donc, grâce à ça, on a pu mettre en évidence en fait l'effet que cette espèce a un potentiel d'expansion si les conditions de réchauffement climatique lui permettraient d'avoir en fait un habitat lui permettant en fait de se développer. Et donc, grâce à ça, on a pu mettre aussi en place en fait d'observatoires de cette expansion. Donc, on a mis en évidence que ces deux sites-là devraient être analysés de manière récurrente dans le cadre d'un observatoire pour monitorer cette expansion. Et donc aussi que les dinoflagellés peuvent être en fait un bon indicateur du changement climatique si en fait suivi dans le temps dans les cadres d'un observatoire. Et ça me permet en fait, donc en 2018 on avait dit bon attention il y a un problème sur les côtes basques comme vous voyez dans les cercles bleus en bas. Et ben en fait ces problèmes effectivement en 2020 s'est produit parce que 500 personnes ont été hospitalisées dans les côtes basques à cause des aérosols toxiques en 2020 en 2021. Je ne sais pas si quelqu'un de cette région aussi a expérimenté c'est pas agréable. Et donc, en fait, on a mis en place il y avait un vrai problème sur les côtes basques qui était qu'il y a deux espèces qui étaient co-occurrentes, qui ne sont pas identifiables en microscopie optique et qui nécessitaient en fait une identification par qPCR parce qu'une espèce est vraiment toxique, l'autre est moindrement toxique. Et donc là, ça, c'est l'échantillon en microscope optique, on les voit, donc c'est dense. Et donc, on a mis en place, en fait, cet été, dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle Ostriobile, un suivi temporel sur 1 mois de tous les. Donc, vous voyez, en fait, sur 3 sites de macroalgues et des eaux de baignade et des eaux, en fait, sur une plage très touristique. Et donc là, on a mis en place tous les systèmes d'observation. L'idée est de créer un système de gestion, en fait, des plages basé sur l'ADN environnemental, basé, en fait, sur la qPCR. Donc ça marche, dans le sens qu'on détecte bien avec nos méthodes l'espèce, leur dynamique. Et en fait, on a pu mettre en place vraiment un système d'observation pratique qui est praticable en fait par les gestionnaires de la plage. On a aussi en relation, on a calculé, analysé en fait les correspondances avec les données de microscopie et elles sont assez concordantes avec un R carré de 0,73. Donc on est content. Et on a pu aussi mettre en évidence qu'il y a les moindres clous que
que cette technique permettrait de mettre en place pour la surveillance, et aussi bien en fait la rapidité de la réalisation des données. En 4 heures, on est capable d'échantillonner jusqu'à transmettre les données à la communauté des communes des Pays Basques pour la gestion des plages. Donc voilà où on peut arriver avec les approches d'ADN environnemental pour la gestion des plages. Donc, vous l'avez compris, en fait, avant, c'était l'analyse qui m'intéressait beaucoup de la relation qui existe entre la terre et la mer. Donc, je pense que ces deux écosystèmes ne peuvent pas être déconnectés. Donc, si on analyse les milieux marins côtiers, il est nécessaire de aussi analyser ce qu'il se passe sur l'écosystème terrestre. Et donc, ça a été déjà mis en évidence dans les cadres en fait, d'un projet qu'on avait fait avec Hugues Lemonnier en Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la thèse de Mathis Meinang. Là, on a voulu en fait analyser si, à partir des sédiments de surface, on pouvait voir une espèce de correspondance avec la matière organique qui arrivait des rivières. Donc, ce qu'on a fait sur la grande terre en fait, de l'archipel de la Nouvelle-Calédonie, on a échantillonné 5 écosystèmes historiens très différents entre eux, correspondant à différents types des matières organiques qui provenaient en fait des bassins versants. Certains ont été caractérisés par la présence d'aluminium, d'autres par la présence de nickel ou de calcium ou de titanium. Et donc là, vous voyez en fait une analyse par metabarcoding de cette diversité dans l'écosystème de surface. Et en fait, chaque écosystème est associable à un type de matière organique qui est arrivé en fait des bassins versants. Et donc, on allait encore plus loin. On a pu mettre en évidence en fait la relation avec les types des métaux d'origine naturelle qui sont présentes en fait dans ces écosystèmes, les espèces de protistes correspondant plus abondants dans ces écosystèmes. On pourrait se demander si ces protistes en fait sont là parce qu'ils sont plus résistants, parce qu'ils se développent. Donc ça, c'est une grande question liée à la contamination, à la bénication. On ne sait pas. Mais en tout cas, en fait, ce qu'on a mis en évidence, c'est que the origin of the matter matters, ce qu'il vient des bassins versants a un impact sur la biodiversité marine et qu'on peut tracer des bioindicateurs de ces sédiments, de ces sédiments d'arrivage des runoffs de matière organique. Donc ça m'amène à vous parler d'un gros projet qui est en cours, qui aborde cette question de le lien qui existe entre la Terre et la mer à l'échelle européenne. Donc les projets TREC, dont vous en avez peut-être entendu parler, on est venu ici, les collègues des TREC sont venus ici. Donc TREC est pour l'acronyme de Trans-Basin European Coastline. Donc c'est une idée de l'MBL qui veut comment dire, contextualiser leur modèle d'étude dans l'écosystème en fait, marin dans lequel ces modèles se développent. Donc vraiment aller vers les sciences de l'environnement. Alors que l'MBL était plus basé sur les sciences de la biologie pure. Donc j'ai eu la chance de coordonner, d'être parmi les premiers coordinateurs en fait de ces projets. Donc je suis les coordinateurs pour les biomes, pour les compartiments sédiments et tous les projets. Donc l'idée est de parcourir en fait l'Europe. Donc on l'a fait pendant 2003 à 2024, 2023 à 2024. Et on a échantillonné à la fois l'écosystème terrestre et l'écosystème marin de manière très comparable, avec des techniques comparables et consistantes tout le long en fait, du parcours. Et notamment, donc l'idée c'est ça, en fait, on avait vraiment prélevé des échantillons à différents types de végétation sur la Terre, les sédiments de surface, donc vraiment à l'interface terre-mer. On a prélevé des eaux qu'on appelle shallow waters, des eaux côtières, des eaux du large, donc en correspondance avec les travaux qui a été fait par les projets Tara Europa, donc qui a été coïncident. Et on a prélevé aussi des carottes, des sédiments, dans le cadre du projet qu'on a appelé Paléocor, pour en fait, sur les sites dans lesquels on explorait la spatialité, on puisse regarder à l'évolution temporelle. Donc ça, c'était, voilà, encore une fois, j'étais coordinateur de la partie sédiments et de la partie Paléocor. Donc je n'ai pas le temps de tout parler de ces projets, on en parlera dans les futurs lorsque les premières données vont sortir. Mais ça me permet de parler un peu de l'idée de recherche qui m'intéresse beaucoup, qui est la paléoécologie et la paléogénétique en particulier. Donc là, qu'est-ce que c'est la paléoécologie? Donc la paléoécologie est la science de l'écologie du passé.
Donc, en fait, comment analyser les écosystèmes du passé par des approches multidisciplinaires et multitechnologiques. Il y a plein de revues sur le type d'approche qu'on peut utiliser, notamment celle-ci sur Science, qui met en évidence les proxys biogéochimiques, biologiques et chimiques qu'on peut utiliser, notamment l'ADN ancien, ce qu'on appelle l'ADN environnemental ancien. On peut décider, c'est une science extrêmement en évolution aujourd'hui. Les premières traces d'ADN ancien ont été remontées à plus de 2 millions d'années, donc vraiment au Pléistocène. Du coup, on peut remonter vraiment dans les passés, mais du coup, on peut se demander à quelle échelle des temps on peut travailler. Moi, l'échelle des temps qui m'intéresse, c'est l'échelle de l'Anthropocène, pour, en fait, comme je vous ai expliqué, c'est de comprendre les changements de biodiversité par rapport à l'impact humain. L'Anthropocène qui est une définition assez débattue dans les communautés, parce que nous, on ne sont pas tous d'accord, en fait, il est la science The Year of Humans, l'âge des humains, qui est définie par la période à laquelle l'impact humain est devenu significatif à l'échelle du timescale de la Terre. Donc, est notamment défini comme, en fait, à partir de l'époque de l'industrialisation, de la révolution industrielle au début du XVIIIe siècle. Donc ça, c'est la définition qu'on en donne, et ça, c'est la définition que j'utilise pour cette partie. À quoi ça peut servir, en fait? Pourquoi on fait ça? Je pense, en fait, que ce qu'on appelle l'anthropogenic paleoecology permettrait de remonter plus dans le temps par rapport, en fait, au réseau d'observation qu'on a créé en Europe ou dans le monde, qui le plus long est 100 ans, mais les CPR au Royaume-Uni, mais la plupart des observatoires des analyses biologiques remontent à 50 ans. Mais si on veut analyser en fait les changements que l'homme a pu créer, engendrer de la biodiversité marine, il faut remonter plus dans les temps. Et donc la paléogénétique peut nous aider à faire ça. On peut aussi tenter de voir si en fait les changements qui existent dans l'écosystème sont d'origine, sont liés en fait à des potentielles pollutions, ou bien c'est des changements globaux dus à le changement climatique. Donc tenter de comprendre en fait la part des choses. On peut aussi remonter à l'état de l'écosystème avant l'impact humain. Donc, si on remonte dans l'écosystème assez dans le temps, on pourrait tenter, en tout cas, de définir comment elle était une communauté biologique avant que cet écosystème soit impacté par l'homme. Donc, ça, c'est les cadres, par exemple, de la Water Frame Directive, c'est extrêmement important à définir. Quand on dit good environmental status, il faut définir de quoi on discute. Et on peut aussi discuter en fait de la dynamique d'espèces invasives, à la fois dans le temps et dans l'espace, à différentes latitudes, sur différents types d'impacts. Et enfin, on peut analyser la résilience d'un écosystème, voir si, une fois que l'impact s'est produit, si les communautés biologiques du passé sont revenues, en fait, les communautés du présent sont revenues à celles du passé suite à cet impact. Donc, aussi mesurer des mesures de gestion de l'écosystème, des mesures de conservation, des mesures de restauration écologique vis-à-vis de l'application de vis-à-vis de l'analyse, en fait, dans le temps dans le temps. Et ça permet aussi de discuter de manière, en fait, des sciences sociales, en fait, avec des historiens, des anthropologistes, des philosophes et les stakeholders, donc de ce que j'ai fait dans ma recherche. Donc peut-être que vous avez déjà entendu parler de cette histoire que j'ai décrite en 2021. C'était donc on a fait 3,40 en fait de la rade de Brest, là où vous les voyez là à gauche, des analyses de métabarcoding sur des protistes. Donc là, les trois colonnes représentent l'analyse des métabarcoding des communautés des dinoflagellés spécifiquement. Et ce qu'on a mis en évidence sur les 3,40 qui en fait couvrent une période de temps de 1400 années, donc jusqu'à le Moyen Âge. Donc, en fait, on a mis en évidence que dans les cadres des dinoflagellés, on avait un shift assez moins important aux années 40-50 par la dominance, en fait. On est passé de la dominance, en fait, des ordres spéciales aux ordres goniaolacales. Donc, pour ceux qui travaillent sur les dinoflagellés, c'est vraiment important comme type de shift. Et un deuxième shift, aux années 90, plus lié au changement de genre, d'importance relative de certains genres notamment avec l'évolution d'Alexandre Minutum, une espèce toxique de la rade de Brest. Donc, on a fait des analyses complémentaires. En fait, je ne rentre pas à toute l'histoire, mais on a pu associer en fait ces types d'impact à deux événements que vous voyez là. Donc, la Deuxième Guerre mondiale, en particulier les événements du bombardement de la Deuxième Guerre mondiale,
et aussi la rade de Brest a été complètement détruite à ces moments-là. Aux années 90, à l'euphorbisation qui a mis à partir des années 70, qui a été en fait, dont malheureusement la région a souffert à cause de la développement de l'agriculture intensive de la région, qui aujourd'hui est sous contrôle. Pardon. Et, mais, mais, en, mais en fait, ce qui est plus important dans l'histoire, c'est en fait l'effet que malgré en fait la mise en place des systèmes de gestion des contrôles, en fait, les communautés du passé ne sont pas revenues en fait dans le présent. Donc, on a jugé ces changements irréversibles à l'échelle des temps qu'on a analysés. On ne sait pas, c'est dans 100 ans, il pourrait y avoir une autre vue de changement. Mais en tout cas, en fait, ces pollutions humaines ont changé en fait de manière irréversible les communautés actuelles. Euh, donc voilà, c'est les résultats principaux. Donc à Rade-Brest, on a par contre en fait s'est confronté aux pollutions cumulées au cours du temps dans cet écosystème parce qu'il est extrêmement développé. Donc on a voulu tenter de séparer les pollutions, les types d'impact, et on a profité d'une période de séjour en Nouvelle-Calédonie et des missions en fait qui ont été développées là-bas pour collecter une carotte là-bas et pour analyser spécifiquement un impact qui était l'activité minière en Nouvelle-Calédonie, notamment dans des écosystèmes qui sont oligotrophes, où il n'y a pas forcément une agriculture extrêmement développée, ni des populations extrêmement développées. Donc vraiment, l'activité humaine principale dans ces écosystèmes était l'activité minière. On a pu vraiment, dans un volet, en fait, cibler ce type d'activité. Et ce qu'on a fait, on a calculé en fait les types d'impact. Donc, on a fait une carotte des sédiments. La carotte nous a permis de remonter à l'année 1300, plus ou moins. Donc, ça veut dire aussi à la période avant que les Européens arrivent sur cet archipel. À l'époque, il n'y avait que les populations mélanésiennes qui étaient présentes dans cet écosystème. Donc, avant que la Nouvelle-Calédonie soit colonisée et avant que l'activité minière soit mise en place. Donc, on a pu vraiment permettre de remonter en arrière. Après, en fait, cette activité minière s'est extrêmement développée entre les années 50 et les années 70 grâce à la mécanisation des outils de gestion de cette activité minière, en fait. Et c'est là qu'il y a eu plus d'érosion sur les montagnes, en fait, sur les mines à l'époque, sans aucune gestion environnementale qui a été mise en place à partir de 1970, lorsque enfin, les premières mesures de gestion ont été mises en place. Donc, on a pu mettre en évidence certaines choses pendant cette période, donc l'évolution des activités minières, et notamment, on a analysé à la fois la diversité des foraminifères, des genres, par microscopie, et les protistes marins par approche d'ADN. Là, lorsque vous voyez ici, en fait, là, dans la période en fait, d'activité des mécanisations de la mine, donc la couleur représente aussi la concentration de nickel qui était présente dans les sédiments. Donc, on a mis en évidence là une perte énorme en termes de biodiversité. Donc, 30% des genres de foramifères sont disparus. Et en termes de produits, 37% des ASV, des espèces qui ont, enfin, l'unité taxonomique qu'on utilise en paléogénétique, sont disparues à ces moments-là. Donc, au moment de la mécanisation, lorsque l'activité était plus intense, on a eu une perte de biodiversité importante. On les voit aussi, ça dans ces graphes, on définit en fait les foraminifères qui sont disparus, notamment des espèces qui sont aussi très résistantes. Mais encore plus, en fait, on a pu définir des dynamiques des espèces dans le temps. Certaines espèces qui étaient présentes avant cette période de mécanisation, donc vous voyez, c'est les dyniums, par exemple, des espèces qui ont été plus importantes lorsqu'il y a eu cette mécanisation. Donc, par exemple, Desmodesmos ici, vous voyez, en fait, les graphes sont un peu compliqués à lire. Et après, des espèces qui ont, disons, profité de cet type d'apport de sédiments comme les champignons, qu'on a redéfinis après par l'engrais, comme ça, on en parlera plus tard, qui sont devenus beaucoup plus importants dans les sédiments récents. Donc, on a mis en évidence en fait les dynamiques changeantes suite en fait à l'activité minière. Donc, l'activité minière a causé de l'érosion de la biodiversité et des chiffres des communautés biologiques. Cette idée-là, on a voulu l'étendre en fait à d'autres types d'écosystèmes et c'est là qu'est né les projets Paléocore dans le cadre du projet TREC.
lorsque on a vraiment voulu analyser l'impact de humain dans un sens large sur les côtes européennes et sur la biodiversité côtière. Donc, on a, dans le cadre du projet TREC, échantillonné 15 carottes sur 9, pays dans différents types d'impact. Donc, c'est là que on a échantillonné vraiment des sites dans trois régions, dans la région de la Baltique, dans le nord de l'Atlantique et dans la région méditerranéenne, des sites vraiment soumis à différents impacts, comme des ports, des activités industrielles comme à Bilbao, des sites là où se développait beaucoup l'aquaculture comme l'étang des Taux. On est venu ici, donc Sophie, Yannick s'est rappelé et Christine. Donc, vous rappeler ce qu'on a fait. Là, enfin, le Tanteto aussi, en fait, c'est là aussi, il y avait beaucoup le développement de l'aquaculture, mais aussi des développements de la population. Donc, ce qu'on a fait, là on a prélevé des carottes alimentaires, en fait, d'interface. Ça, c'était une image qui a été prise ici par les collègues plongeurs, en fait, des Merbeck, sous le bateau, en fait, ici. Et donc, on a prélevé ces carottes avec cet outil-là. Et on a prélevé 124 et on a pu analyser, on a pu collecter plus que 10 000 échantillons pour ce type d'approche. Une fois qu'on a prélevé les les carottes ont été slicées, découpées en fait centimètre par centimètre, après avec 8 heures de travail qu'on a fait ici aussi avec les collègues, pour analyser en fait centimètre par centimètre ce qui s'est passé. On a daté les carottes. Les carottes, donc je vous raconte les premières données qui sont sorties en fait, de ces projets. Donc les carottes ont été analysées par les géologues, validées par les géologues. Les graphes RX enfin, représentent en fait les RX des carottes qu'on a pu prélever. Et on était daté, donc la date remonte pour 4 carottes au XVIIIe siècle, 5 carottes au XIXe siècle et 6 carottes au XXe siècle. Donc en fait, tous ces carottes nous permettent de couvrir la période de l'Anthropocène, la période à laquelle on était intéressé. À l'étang des Taux, on est remonté au 1790, ce qui nous permet en fait de remonter pas mal en arrière en fait à l'histoire de la lagune. Ces carottes sont analysées de manière interdisciplinaire, donc à la fois les géologues, mais aussi les biologistes comme nous, en fait, à la fois on fait des analyses des métagés, des métagies, le métabarcoding et métagénomique. On fait des analyses des contaminants et on fait ça aussi des analyses d'adaptation d'espèces au changement par des approches, notamment des resurrection ecology, dont on pourra en parler si vous êtes intéressé. Bon, on a demandé à les collègues locaux, donc on a envoyé des mails aussi aux collègues de Marbec, on pourra en reparler comme vous voulez. Sur l'expertise locale, on a compté beaucoup sur l'expertise locale pour qu'on puisse définir quel type d'impact ont eu lieu en fait dans ces écosystèmes. On a pu les classer. Donc ça, c'est les sites et chaque site a été classé sur la base d'un type d'impact principal. Donc les tantaux, comme vous voyez, par exemple, étaient c'est défini comme un site soumis à l'autorisation, à l'aquaculture à la présence d'espèces non indigènes et aussi par l'impact de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'idée de ces projets est qu'au-delà en fait, d'une analyse générale de la biodiversité, des changements de biodiversité dans toute l'Europe, on fait une approche en fait, des types par impact. Donc, il y a 4 postdocs aujourd'hui que je encadre qui travaillent avec moi sur 4 thématiques, donc les espèces invasives, l'aquaculture, l'industrialisation, l'eutrophisation. Ces projets, en fait, ça se base sur un partenariat de 18 instituts dans 10 pays et avec plus que 50 collaborateurs de tous les instituts que vous voyez ici. Et donc, je coordonne en fait tous ces consortiums. Euh, les premières données, les vraiment tout fraîches, on n'a pas encore analysé. En tout cas, en fait, pour vous donner des pistes d'analyse qu'on pourra discuter, parce que les données seront partagées, les ADN seront partagés. Donc ça, c'était la base de l'accord qu'on avait fait avec tous les partenaires. Donc on a 3 amorces qui ont été générées, les V4, V5, les V4, les V9, donc que ce soit pour les bactéries, pour les protistes et pour les métazoaires. On a plus que 500 échantillons qui ont été analysés, 500 millions d'érides, 1,5 billion d'érides. On a pu, on a fait un peu exploser les systèmes de gestion du CBM. Ouais, c'était des jeux de données pour lesquels on n'était pas préparé, donc on a dû faire des changements des systèmes aujourd'hui voilà, du projet Samba, en fait, pour qu'on puisse lire ces données.
Les premières données, en fait, pour vous donner la profondeur de l'échantillonnage, donc on est arrivé des fois en fait, à 13 millions de séquences par un échantillon. Les séquençages a été fait par Génoscope. Mais en fait, dans trois sites, par exemple, on peut mettre en évidence que selon les marqueurs, on a plus ou moins une résolution importante et une range de reads en fait, par échantillon, notamment à Roscoe. Vous voyez, en fait, il y a des échantillons avec 143 reads et d'autres avec 2 millions de reads. Ça change beaucoup et donc c'est ça qui crée une difficulté et notamment à cause de la dégradation de l'ADN ancien et on pourra en parler. Cette dégradation de l'ADN ancien est carrément une comment dire, des topics qu'on aborde en fait dans le cadre de ces projets. Donc c'est fait par des collègues à l'université de Copenhague qui analysent en fait la dégradation de l'ADN. Ce qu'ils font, en fait, ils l'analysent grâce à des modèles qu'ils ont créés. Là, ils font de la séparation entre les fragments longs et les fragments courts. Ils assument en fait que ceux qui sont des fragments courts, c'est des fragments qui sont d'organismes anciens. L'ADN, en fait, se fragmente. Et donc, plus se fragmenter, plus ça veut dire que la trace de cet ADN est une trace ancienne. Donc, il y a dans des pipelines, des workflows qui permettent de juger ça. Donc, on pourra en parler si vous voulez. Et l'idée est donc, ils sont arrivés à plus de 800, entre 200 et 800 millions de reads par échantillon, par site, pardon. L'idée, en fait, par exemple, est, grâce à des approches de métagénomique, est de regarder si les gènes liés à une certaine fonction écologique ont changé dans le temps. Là, c'est l'exemple des gènes liés à l'assimilation de l'azote. Donc, c'est lié à l'eutrophisation. Donc là, ça, c'est un exemple d'un papier qu'ils ont fait les collègues de Copenhague au Kenya. Et donc, ils ont mis en évidence qu'à partir du moment où ce système est passé d'un système freshwater à un système marin, en fait, il y a un changement de l'expression de certains gènes liés à l'utilisation de l'azote. Donc, vraiment un shift des communautés lorsque il y a eu l'impact humain qui a été la transformation d'un écosystème freshwater en écosystème marin. Et donc, c'est ce qu'on voudrait mettre en place ici dans les projets Paléocore, sinon les sites. Regardez, par exemple, s'il y a des gènes liés à le changement de l'eutrophisation, des gènes liés au changement de l'impact, par exemple, par industrialisation, liés au cuivre, au cadmium, etc. Je vous mets en évidence les toutes premières données de l'état des taux. Donc, ça, c'est vraiment des analyses qu'on vient de faire il y a quelques semaines. La carotte de l'état des taux, on l'a fait ici en septembre 2023. Donc, on a analysé pour l'instant les métaux inorganiques, les contaminants inorganiques. Ça a été fait par Nicolas Briand à CCMA 7, à Nantes, pardon, à l'IFREMER de Nantes. Et donc, il a mis, par exemple, les trois éléments principaux, donc c'est l'aluminium, le cuivre et les plombs. Il a mis en évidence cette augmentation des contaminations entre 1975 et les années 30. Donc, on a demandé en fait aux collègues ici, en se basant sur l'expertise locale, quels seraient éventuellement les impacts principaux pendant cette période. Et donc, il y a eu la fin de la construction du canal des Sept, entre les Rhône et le Sept, et à moitié des 1900, c'est la fin de la construction de la lagune de l'île des Taux et la clôture de Southwark, en fait, c'était la gestion des eaux ici. Donc ça, c'est ce qu'on a mis en évidence, c'est toutes les premières analyses, mais toutes ces analyses, on va les faire ensemble, parce que carrément, c'est pas nous on peut juger ça. Et je vous présente les premières données des métagénomiques qui ont été mises en place, qu'on est vraiment les toutes premières. Regardons juste les analyses. Donc, celles-ci, c'est les 18, les 15 familles bactériennes les plus importantes dans l'ensemble du jeu de données des paléocorps. Et en fait, vous voyez qu'en 1975, il y a un changement, c'est-à-dire que la famille orange, on va dire, en fait, est disparue pratiquement. Et celle, en fait, pendant la période après les 1900, il y a eu une augmentation, en fait, de cette famille qui est un mauve. Donc, on ne rentre pas, ne me demandez pas, en fait, quelles sont ces familles. Et ça, une fois, on parlait avec le collègue de Copenhague, c'est un peu compliqué. Ce que je veux vous dire, juste seulement, pour vous redonner, en fait, de l'envie de travailler sur ça, c'est qu'on voit vraiment des changements au niveau déjà des communautés microbiennes suite à ces impacts. Ce qu'on pourrait analyser dans la lagune de Thau,
et aussi les effets des mesures de restauration écologique qui ont été faites ici pour voir en fait s'il y a un retour en fait aux communautés du passé, au 1700, quand la lagune était moins impactée. Donc là, on va aller encore plus dans l'approche de paléogénétique et de faire de cet outil un outil de gestion. Au-delà de la description de la biodiversité, de l'écosystème et des changements au cours du temps, ce qu'on voudrait mettre en évidence aussi, cet outil pourrait être un instrument pour faire des analyses de conservation de la biodiversité, analyse de la restauration écologique, etc. Et donc, c'est ce qu'on voudrait faire avec Sophie dans le cadre d'un projet ANR qu'elle dépose. Ça s'appelle CMAP, donc Success Evaluation of Marine Protected Areas through eDNA-based Pelagic Benthic Surveys. So, l'idée est d'analyser l'efficacité de la mise en place des aires marines protégées. Et on a un work package sur l'application des chaos sédimentaires. Donc, l'idée est de regarder si lorsque on a mis en place des aires marines protégées, on peut avoir un changement de biodiversité dans le sens de l'arrivée de certaines espèces qu'on ne s'entendait pas, des mesures en fait des validations en fait de l'application des conservations. Et donc ça, c'était là où on voudrait utiliser cet outil, voilà, au-delà de la description. Donc, je vais finir avec ça. Qu'est-ce que j'ai dit? En fait, on essaye de résumer et de vous donner des take-home messages. Donc, c'est ce que j'ai pu comprendre, en fait, et ce que j'ai mis en évidence, c'est que les microbiomes côtiers et l'observation in situ peut mettre en évidence des misfunctioning de l'écosystème, de changements, de structuration de l'écosystème. Donc, l'analyse de la paradigme environnementale des échantillons in situ met en évidence ça. Mais pour qu'on puisse le faire, on a besoin des dispositifs qui nous permet de le faire. Et donc des observateurs marins qui permettent en fait d'évaluer la protection de la ressource biologique et la santé humaine, qui soit basée pas sur un seul site, mais sur une structure d'observatoire pour aller au-delà de la variabilité locale, comme j'ai essayé de vous expliquer, en fait, pour tenter de mettre en évidence des patrons plus généraux de l'écosystème côtier. Ce que je dis aussi, c'est que la terre et la mer sont extrêmement liées. En fait, ça, c'est un message assez évident. Et que donc, les changements des landscapes, des paysages terrestres, ont une influence, ont un impact sur la biodiversité marine côtière. Et donc, ça, on a pu mettre en évidence. Mais on peut tracer ces impacts et on peut aussi définir des bioindicateurs de ces impacts qui pourraient être utilisés dans la gestion, en fait, des aires marines côtières. Et en plus, je mets en évidence que lorsqu'il y a l'homme qui en fait est présent dans ce type de connectivité, cette connectivité est exacerbée en fait. Elle est vraiment, ça devient plus importante. Et ce type d'impact peut créer des changements irréversibles des communautés qu'on doit évoluer dans le cadre des mesures de restauration, de conservation de la biologie ou d'analyse des pollutions humaines. Et la paléoécologie, la paléogénétique peut permettre de faire ça avec les limites de cette approche, mais en fait, pour nous donner vraiment des pistes pour qu'on puisse remonter dans les passés et mesurer l'efficacité des mesures de restauration et de conservation. Et avec ça, j'ai fini. En fait, alors, je dois remercier énormément de personnes parce que les projets ont été faits en collaboration avec plusieurs équipes, plusieurs collaborateurs, etc. En particulier, aujourd'hui, je veux remercier les postdocs qui travaillent avec moi. Donc, ça, c'est une photo récente avec les deux étudiants en thèse, les postdocs qui travaillent avec moi et Joël qui est technicienne, plus les trois postdocs qui sont à Copenhague, à Naples et à Nantes qui travaillent avec moi. Je veux remercier les étudiants en thèse qui m'ont suivi pendant cette période. Donc, ça, c'était grâce à eux, beaucoup de résultats ont pu être présentés aujourd'hui, et notamment aussi avec tous les collègues avec qui j'ai travaillé. La liste est infinie, donc on ne pourrait pas tous les lister, mais je les remercie tous. Et les financements, notamment, en fait, le financement pour Rome était un projet financé en interne par l'IFREMER. C'est grâce à ces financements qu'on a pu mettre en évidence tous ces résultats. Les projets européens dans lesquels j'ai pu collaborer, l'MBL, Tarocéan, et les projets, en fait, plus liés, les financeurs plus liés à les stakeholders de côtiers, en fait, comme les consortiums Crestica, l'agence de l'eau de la Grande-Bretagne et Futurops.
Ce que je veux dire aussi, c'est que un message important, c'est que donc, moi je suis World Package Leader de ces projets, et Sophie travaille avec moi. Nous avons organisé en fait ici la réunion annuelle du projet. Donc il y aura beaucoup de personnes qui viendront ici pendant la semaine, la première semaine de février. Donc la réunion est du 2 au 4 février. Donc était organisée ici. Donc vous aurez sans doute des informations par rapport à ça. Donc, il y aura beaucoup de personnes qui viendront discuter de l'ADN environnemental, de ces applications et de ces projets. Donc, ce sera plus que 100 personnes. Donc, sûrement, on reparlera de ça. Et avec ça, je vous remercie et j'attends, je serai prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Raphaël. Est-ce qu'il y a des questions ici dans la salle ou en ligne qu'on peut prendre? Moi, j'ai une question. Ah, ouais. Oui. Alors, je veux bien commencer. Tu as parlé des gradients coupe large, notamment pour Rome, sur la structuration des microbiomes. Est-ce que tu peux en donner un peu plus? Comment tu montres ça? C'est-à-dire comment ça se, au niveau des données, et tu vois des évolutions de communauté? Comment, voilà. Qu'est-ce qui te permet de dire ce que c'est qu'un gradient ou comment tu définis gradient en fait? Ouais, non, mais c'était pas assez clair, tu as raison. En fait, là, si on revient à CNMDS, si j'arrive à revenir, mais voilà, pardon. Euh, Là, tu vois, les métabarcodes te permettent d'avoir une liste d'espèces, etc. Grâce à des analyses statistiques, Permanova, tu peux en fait formuler l'hypothèse qu'il y a une différence en termes de concentration, enfin des abondances relatives de certains taxons en comparant en fait les jeux de données. Donc, ce qu'on a fait, on a comparé les jeux de données des métabarcodes des oraux, des deux différents taux, et on a vu qu'il y a différentes espèces et différentes concentrations de certaines espèces dans les deux écosystèmes. Et les analyses statistiques te permettent de valider qu'il y a une vraie différence, les Promanova, pour que en fait, tu puisses dire qu'il y a vraiment un gradient. Et en fait, ce qui fait qu'en fait, on a pu mettre en évidence la présence de certains bioindicateurs que dans les eaux impactées. Donc, ce qu'on a fait dans les cadres de ces projets-là, c'était justement de dire qu'il y a ces différences. Donc, ces espèces-là sont très abondantes, beaucoup plus abondantes, en tout cas dans les eaux impactées. Donc, c'est des analyses statistiques, en fait. On va dire forcément dire que plus on s'éloigne de la côte, plus les communautés sont éventuellement remplacées. Il y a des. Oui, ça veut dire ça. Ça veut dire que plus éloigné de la côte, plus il y a un remplacement. Alors après, il y a certaines espèces, notamment bactériennes, qui sont résistantes à de changements de salinité. Il y a certaines espèces, c'est un mélange d'espèces. Il y a certaines espèces qui arrivent aux eaux douces et certaines espèces qui se développent aussi des salinités plus basses. Donc il y a les mélanges des trois. En fait, c'est très difficile. C'est en tout cas ça qu'on a défini sont des espèces qui arrivent d'eau douce. Hmm. Donc ça, c'était détaillé dans les projets de Marina. Mais voilà, c'est un mélange des trois choses. Ah, merci. C'est des questions de néophyte. J'y connais rien à l'ADN environnemental, mais j'ai trois petites questions. Quand tu montrais l'ADN ancien, c'est quoi ancien? C'est quoi l'espérance de vie d'un brin d'ADN? C'est Là, c'est des dizaines d'années, quelques centaines, millions d'années. millions d'années. En fait, la trace, je disais, en fait, la trace la plus ancienne qui a été est 2,2 millions d'années, les Pléistocènes. Mais ce que tu montrais des résultats faits par les collègues de Copenhague, c'est sur des carottes qui remontent à 1700 ou des trucs. C'est quelques centaines d'années, c'est tout. Ça, c'est ça. Alors, en fait, il y a plusieurs modes d'approcher l'ADN ancien. La façon que moi je regarde, ça m'intéresse pas que les derniers 300 ans, par la période de l'Anthropocène. Eux, à Copenhague, sont les maîtres en fait de cette technique et donc ils font des carottes pour remonter Et donc, en beaucoup gros, plus. plus il est ancien, plus il est petit. Parce que les brins se coupent. Oui. Ma question un brin récent, je ne sais pas quelle taille ça fait, si ça fait cette taille-là, il se coupe comment? Parce que quand Ils se fragmentent, il se fragmente par les c'est bouts, comme une chaîne de nucléotides. Non. En fait, il y a des modèles de dégradation de l'ADN. Donc la dégradation a lieu par les freins des brins. Donc en fait, c'est des grattes, comment ça s'appelle? ah, ok. Et après, il y a aussi des modèles de. En fait, il y a un changement de nucléotides entre la thymine et la cytosine. En fait, il y a ces changements qui ont lieu
dans l'ADN ancien. Il y a des modèles qui permettent d'évaluer ces types de changements et d'évaluer la dégradation de l'ADN à cause de ces changements la thymine se transforme en cytosine, en fait, dans l'ADN. Et donc, Ça permet de dater un peu ça dépend de mettre en évidence si c'est l'ADN ancien ou pas. Dégradé ou pas, excusez-moi. deux petites. Non, mais surtout, tu as dit qu'il y avait eu 120, si j'ai compris, 124 carottes, c'est ça. Et donc, dans le résultat préliminaire que tu montres, c'est la moitié sur l'ensemble des 124 carottes. Non, 124 carottes, c'est l'ensemble de toutes les carottes qu'on a prélevées en Europe. Là, par exemple, l'étang des taux, finalement, on a pris les 5 carottes. Une seule DCA a été analysée par le palégénétique. Les autres ont été analysées par d'autres types d'analyses. Et donc maintenant, on essaye de les intercaler et faire une analyse multidisciplinaire. Donc 124, c'est sur l'ensemble de l'Europe. Et déjà, c'est. Est-ce qu'il y a une question en ligne? J'en ai. Vas-y, Lola. Est-ce qu'il y a des liens du coup qui sont faits entre ces changements de microbiome et les changements du macrobiome? Oui. Alors, moi, je ne l'ai pas regardé pour le moment, mais on a formulé des hypothèses. Par exemple, je t'ai fait une histoire que je peux pour clarifier ces points, c'est celle de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. C'est celle-ci, par exemple. Là, cette disparition. Alors, Sélénium est une nématode parasite de polychète. D'accord. Et donc, on a formulé l'hypothèse que, en fait, l'exparition des Sélénium correspond aussi à la disparition des lottes, parce que, en fait, peut-être là, voilà, la mécanisation, l'arrivée de voilà, des sédiments présents avec les nickel a pu engendrer une disparition de l'hôte. Mais ça, c'est intéressant. Et en fait, on voudrait, une idée qu'on a, en fait, de tenter de reconstruire les macrobiotes du passé à partir du microbiote du passé, à travers les processus des parasitismes. Donc, regardez, en fait, justement, s'il y avait des sélédines dans le passé, ça veut dire qu'il y avait certains types de polychètes qui étaient dans les passés et de reconstruire. Donc, ça, c'est ce qu'on va faire quand on va comparer les amorces V9 qui nous permettraient de voir un peu plus des macrobiotes et les V4, V5 qui nous permettent de voir plus de protistes. Si c'est possible. Mais c'est une idée quand même. Ouais. Pour l'instant, on reste des hypothèses. Ça. Moi, j'en ai juste une petite deuxième. Là, pour l'instant, c'est juste faire des réseaux d'observation pour étudier les changements. Mais est-ce qu'il y a des façons de déterminer des points de bascule, par exemple? Oui. Donc, ce qu'on appelle les tipping points. Donc, c'est ce qu'on devrait faire. Donc, il y a à la fois pour la chimie, on a des mesures en fait qui nous permettraient de dire à partir de quel type de pollution on a vraiment un changement dans l'écosystème, dans ça. Et après, on mettra en place des systèmes d'analyse des trajectoires d'écosystèmes, des microbiomes, pour voir à partir de quel moment statistiquement on a eu vraiment un changement vraiment de communauté, qu'on appelle un tipping point. Et l'évaluation c'est compliqué, analyser le tipping point. Et après, l'irréversibilité de ces types de changements nous permettrait peut-être de dire, OK, c'est un point de basculement. Mais ça, c'est l'idée, c'est ça, en fait. Ouais. Et discuter aussi avec des modélisateurs pour moi de voir s'il est possible de revenir en arrière. Oui, je voulais juste, c'était un détail par rapport à la question précédente sur la dégradation. Dans les milieux ultra pauvres en matière organique, parfois les bactéries mangent l'ADN aussi. Oui, c'est vrai. Ça, c'est des choses qui laissent des signatures aussi. Oui, ouais. Elles n'ont plus que ça. C'est vrai. Ils les dégradent, en fait, ces molécules organiques. Oui. Et, mais ce qu'ils disent, en fait, c'est compliqué leur travail, en fait, à Copenhague, mais ils essayent d'analyser. Enfin, s'ils voient des segments vraiment très longs, ils assument que c'est une bactérie vivante qui est dans les passés. En fait, ils cherchent ces fragments très courts pour dire, OK, c'est un signal du passé. Et ils l'ont trouvé, alors même à l'état des taux, je ne vais pas vous montrer la slide, mais ils ont trouvé de l'ADN dégradé. Même au 1700. Et juste un complément d'info pas pour nous, parce que ça peut durer des millions d'années dans le sédiment.
mais pas dans l'eau de mer, hein. Dans l'eau de mer, le temps de demi-vie, c'est 24 heures. Visiblement, il y a un souci avec le sel. Une fois que la Les radiations. Et les radiations aussi. Du verre. Et c'est surtout le sel, ils ont fait des tests. Ah, ok. Donc ça veut dire que dans les eaux freshwater, ça durait plus longtemps. Ça dure plus longtemps d'ailleurs. Ok. Donc, quand tu as fait les mesures avec ton camping-car et que tu en as vu partout, dans l'eau, il n'y a pas d'hypothèse possible avec un transport de l'ADN. Ici. Mais si la demi-vie, c'est 24 heures, Ça veut dire que ça s'étale un tout petit peu Ouais. plus quand même. Voilà, il y a quand même une queue sur la droite, mais et puis ça dépend des courants, ça dépend. Mais en fait, dans les papiers là, voilà. on a calculé en fait les temps de déplacement Ouais, ok. des eaux avec les modélisateurs. Et ici, en fait, mine de rien, mais c'est 80 jours. Ouais, donc, Ouais, donc ça passe pas. Donc, ce qu'on dit dans les papiers, que c'est des vrais signaux. Donc, en fait, c'est pas possible que l'ADN ici soit arrivé ici, ça va être 80 jours. il a mouru entre autres. Ouais, donc il a forcément été porté par des organismes vivants. Oui. Mais je voulais savoir, du coup, tu as dit que c'était beaucoup plus étudié les micro-organismes que les macro-organismes. Et pourquoi ça? Parce que ça se dégrade plus vite dans l'environnement ou c'est pas la raison en fait? En général, En général, en fait, je pense que c'est plus facile parce que quand on fait de l'ADN environnemental des micro-organismes, on analyse aussi des organismes vivants, des cellules. Donc, c'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile parce que on a des organismes qui sont vivants. Donc, en fait, voilà. Même sur les macrobiotes, en fait, forcément, c'est des organismes qui sont un peu, enfin, des traces, hein, comme ça, des tissus, etc. Ou éventuellement des formes des stades larvaux, en fait, etc. Ça, c'est un peu plus compliqué, en fait, d'interpréter ces types de données. Mais Sophie répondra mieux que moi. Mais la recherche, en fait, sur les macrobiotes avance aussi autant bien que sur les microbiotes. Je trouve qu'en fait, elle est plus ancienne parce que c'était plus facile. Je pense que ouais, il y a ces deux raisons-là. Il y a le fait qu'ils ont un temps de génération court, donc ils ont une réponse rapide. Oui. Et effectivement, il y a le fait que quand on travaille sur des micro-organismes, on a des cellules entières, donc on peut faire ce qu'on appelle des approches semi-quantitatives. On peut se fier un petit peu au nombre de séquences qu'on a relatives pour savoir quelle est la proportion. Alors que quand on travaille sur des organismes multicellulaires, on sait qu'on va analyser des traces. Donc, il n'y a aucune approche semi-quantitative raisonnable possible. Pour certains, ça va être du mucus, pour d'autres des écailles, et du coup, on passe en présence-absence. Même si certains osent faire de la quantification. Moi. Mais ils essayent dans les bacs d'aquaculture ici en fait. On a eu une présentation il n'y a pas longtemps sur le sujet. Ici. Dans les bassins versants des poissons? Non, dans les bassins, ouais, pour relier la quantité de poissons à la Les quantité cinq d'animaux. quantités. Des fois ça marche, des fois ça marche pas après. C'est un jeu. En tout cas, c'est un enjeu. Ouais. Après, ça dépend si on fait de la DDPCR ou si on fait du métabarcode. Si on fait de la DDPCR, là, et surtout dans l'eau, c'est un peu différent. Dans le sédiment, c'est vraiment que des traces qu'on a, ou alors on a les petits nématodes qui sont entiers, tout ça, mais la méiofaune, ce qu'on appelle la méiofaune, qui est de toute petite taille, elle peut être présente en entier dans l'échantillon qui a servi à extraire l'ADN. En revanche, dès qu'on commence à s'attaquer à de la à de la macrofaune ou à de la mégafaune, c'est vraiment des résidus. Et j'ai beaucoup de mal à me figurer comment on pourrait transformer un orgoride en quantité d'individus. Même mal dit. J'avais juste une dernière question. Quand ces techniques, quand tu analyses tes séquences anciennes là, de 1000 ans dans tes carottes, etc., que les assignations des séquences, elles sont tout aussi efficaces que de l'ADN. Est-ce que les bases de données, elles permettent non. Non. Toutes les bases, en fait, les vrais, si je devais faire vraiment une critique générale à l'ADN environnemental, l'enjeu, c'est les bases de données. C'est ni les séquençages, ni les techniques long read, etc. On a fait des analyses long read, mais on a les mêmes types de résolution taxonomique. En fait, on peut aller faire tout ce qu'on veut. Les vrais bottlenecks, c'est l'effet que les bases de données sont limitées. Et donc, ça, sont limitées à plusieurs niveaux. Sont limitées au nombre d'espèces qui sont représentées, limitées au niveau de la biogéographie de la distribution des espèces qui ont été décrites, parce que quand on va dans les sous-Pacifiques, on est vraiment encore plus compliqué. On a décrit beaucoup moins de biodiversité là-bas. Et si tu parles encore de l'ADN ancien, du coup, effectivement, il peut y avoir des choses qui se sont éteintes et qu'on ne voit pas.
et qu'on n'arrive pas à identifier. C'était dans le... Et on a la séquence. On peut dire, en fait, en termes de nombre d'ASV, il y a peut-être quelque chose qui est quand même, en fait, a diminué dans le temps, et faire, en fait, une approche ataxinomique, dans ce qu'on fait souvent aussi, parce que on puisse en faire une relation de la biodiversité sans forcément s'attacher aux espèces. Ouais, c'était dans les eaux de surface et les sédiments. Il me semble qu'on avait quasiment une super belle proportion d'assignation. Dans les eaux, oui. Ouais, même dans les sédiments en Calédonie. Et je crois que c'était dans la carotte, la zone la plus profonde. Je crois qu'on avait 40 ou 50% de non assignés. Ouais, 30, Et ouais. je sais plus, mais c'était quelque chose d'énorme par rapport aux sédiments de surface, en fait. Et on ne sait pas du tout ce que c'est, quoi. Vraie question. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et à la semaine prochaine.